Quand on pense aux grands affrontements de la préhistoire, un duel revient toujours. Pas parce qu'il a été filmé, pas parce qu'un témoin l'a raconté, mais parce qu'il semble presque inévitable. D'un côté, Tyrannosaurus rex, le prédateur ultime de la fin du Crétacé. De l'autre, Triceratops, le géant à cornes, armé comme un char vivant, construit pour encaisser, repousser et peut-être tuer. Et voici déjà le premier grand retournement. La vraie histoire de T-Rex contre Triceratops n'est pas celle d'un monstre contre un autre dans une scène isolée. C'est une guerre évolutive, une longue pression réciproque, génération après génération, dans laquelle l'un devenait meilleur pour mordre, poursuivre, briser, pendant que l'autre devenait meilleur pour résister, blesser, détourner et survivre. Ce n'était pas une rivalité consciente. Mais dans les eaux, cela y ressemble terriblement, comme si toute une partie du Crétacé terminal avait été organisée autour d'une seule question. Comment tuer cela? Et comment survivre à cela? Le mot « guerre » est évidemment métaphorique. T-Rex et Triceratops ne se haïssaient pas au sens humain. Ils ne construisaient pas de stratégie abstraite à long terme. Mais l'évolution, elle, peut produire quelque chose qui ressemble à une guerre sans intention. Un système où chaque amélioration chez l'un rend la vie plus difficile à l'autre. Une course où l'attaque devient plus violente et où la défense doit devenir plus extrême pour continuer à fonctionner. C'est exactement ce qui rend cette relation si fascinante. T-Rex n'était pas seulement un grand carnivore générique. Triceratops n'était pas seulement un grand herbivore blindé. Ils vivaient dans les mêmes écosystèmes, au même moment, dans l'ouest de l'Amérique du Nord, tout à la fin du Crétacé. Et tout dans leur anatomie donne l'impression d'un système sous forte tension. D'un côté, une machine à mordre, de l'autre, une forteresse mobile armée de cornes. Quand un prédateur et une proie potentielle atteignent ce niveau d'extrême, la question n'est plus seulement qui gagne. La vraie question devient combien de cette violence mutuelle est déjà inscrite dans leur forme même. Pour comprendre cette rivalité, il faut d'abord comprendre le monde qui l'a rendu possible. À la fin du Crétacé, dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord occidentale, s'étendaient de vastes plaines alluviales, des forêts, des rivières, des marécages et des mosaïques écologiques riches en grands dinosaures. C'est l'univers de formation, comme Hell Creek et d'autres ensembles fossiles tardifs qui ont livré T-Rex, Triceratops et d'autres animaux majeurs du dernier acte du Mésozoïque. Ce n'était pas un décor vide attendant son extinction. C'était un système encore très vivant, très structuré, avec de grands herbivores, de petits prédateurs, des charognards, des plantes abondantes, des réseaux fluviaux, des saisons, des risques, des hiérarchies. Et dans ce monde, T-Rex et Triceratops n'étaient pas seulement célèbres, ils étaient centraux. Cela change tout, parce qu'on ne parle pas de deux espèces rares se croisant par hasard. On parle de deux masses biologiques majeures coexistant dans le même théâtre écologique. Leur rencontre n'avait rien d'exceptionnel au sens absolu. L'exception, c'est l'intensité de ce que leur anatomie laisse imaginer. Tyrannosaurus rex n'est pas célèbre seulement parce qu'il est grand. Il est célèbre parce qu'il semble représenter l'aboutissement d'une logique. Une tête gigantesque. Une morsure d'une puissance probablement extrême. Des dents épaisses, adaptées à encaisser et transmettre des forces énormes. Un cou massif, des jambes puissantes, un centre de gravité organisé autour de l'avant du corps, comme si tout convergeait vers l'acte de mordre. C'est cela qui le rend différent d'un grand carnivore classique dans l'imaginaire. T-Rex n'a pas l'air d'un simple chasseur rapide avec de bonnes dents. Il a l'air d'une machine construite pour transformer une morsure en événement catastrophique. Dans son cas, la tête n'est pas seulement une arme, c'est presque tout le projet. Et c'est précisément pour cela que Triceratops devient si important dans cette histoire. Parce qu'un prédateur de ce type
ne pose pas seulement la question de ce qu'il pouvait tuer, il pose aussi la question de ce qui pouvait survivre à lui. Le plus grand malentendu sur Triceratops est peut-être celui-ci, le considérer simplement comme une proie. Oui, c'était un herbivore. Oui, T-Rex a probablement interagi avec lui comme prédateur, charognard ou les deux selon les contextes. Mais dire herbivore n'est pas dire faible. Et, dans le cas de Triceratops, c'est presque l'inverse. Avec ses longues cornes frontales, sa corne nasale, son grand collerette osseuse et son avant du corps puissant, Triceratops ressemblait moins à un grand brouteur passif qu'à une masse de contre-attaque. Vu de face, c'est un animal qui annonce la violence défensive avant même de bouger. Il n'a pas seulement l'air difficile à tuer, il a l'air dangereux à approcher. Et c'est là que la rivalité devient vraiment extraordinaire. Parce qu'un prédateur qui mise sur la morsure suprême se retrouve face à un herbivore qui transforme sa tête en mur d'armes blanches. T-Rex écrase. Triceratops perce. L'un attaque avec puissance compressive. L'autre menace par pénétration et dissuasion frontale. Rien que cette opposition mécanique suffit à faire de leur relation quelque chose d'exceptionnel. Il existe des dizaines de relations prédateur-proie fascinantes dans l'histoire de la vie. Alors pourquoi celle-ci domine-t-elle autant l'imaginaire? Parce qu'elle a une lisibilité visuelle parfaite. T-Rex représente la terreur carnivore absolue. Triceratops représente la défense transformée en arme. L'un semble être la morsure ultime. L'autre, la forteresse mobile. La plupart des rivalités naturelles sont complexes, mais peu photogéniques. Ici, tout au contraire, la forme raconte immédiatement le conflit. Même un enfant comprend ce qu'il regarde. Des dents contre des cornes. Une gueule contre un bouclier. Une attaque frontale contre une résistance frontale. Et ce n'est pas seulement du cinéma mental. Cette lisibilité visuelle a un fond biologique réel. Parce qu'en eux, l'évolution a poussé très loin deux réponses opposées à un même problème, prendre ou ne pas être pris. Ils semblent presque dessinés pour entrer dans le même récit. Et quand la nature produit des formes aussi lisibles, le mythe n'a plus qu'à suivre. Si cette guerre évolutive a une première grande pièce maîtresse, c'est la tête de T-Rex. Son crâne semble construit pour résister à de très fortes contraintes. Ses dents n'étaient pas fines comme des lames fragiles. Elles étaient épaisses, presque comme des pieux, adaptées non seulement à couper, mais à supporter des forces considérables. Son cou, lui aussi, paraît répondre à la même logique, soutenir une attaque massive et répétée. Ce qui rend cela si impressionnant, c'est que la morsure de T-Rex n'a pas seulement l'air dangereuse. Elle a l'air industrielle. Elle semble faite pour faire céder des structures. Et lorsqu'on pense à une proie potentielle comme Triceratops, ce point devient central. Car pour affronter un animal à collerette épaisse, à tête blindée et à avant du corps robuste, il ne suffit pas d'être rapide ou d'avoir des dents. Il faut pouvoir appliquer une violence capable de franchir la défense. T-Rex donne justement l'impression d'un prédateur qui ne contourne pas toujours l'obstacle. Il semble parfois fait pour l'écraser. Si la tête de T-Rex ressemble à une arme de siège, celle de Triceratops ressemble à une porte fortifiée hérissée de lances. Les longues cornes frontales ne servaient pas seulement à faire joli, ni à un simple affichage inoffensif. Elles donnaient à l'animal une capacité défensive redoutable et peut-être aussi une fonction de combat intraspécifique entre individus. Le grand collerette osseuse, de son côté, protégeait en partie la région du cou et de l'arrière du crâne, tout en augmentant la taille apparente de la tête. Mais le point essentiel ici, c'est la combinaison. Une tête massive, protégée, capable d'être projetée en avant, avec des pointes longues dirigées vers ce qui arrive. Cela fait de Triceratops non seulement une proie difficile, cela en fait une proie dangereuse, et cette distinction change tout.
beaucoup de prédateurs dominent tant que la proie fuit. Avec Triceratops, la proie pouvait probablement, dans certaines situations, transformer la rencontre en risque mortel pour l'attaquant. Et lorsqu'une proie a ce pouvoir, la guerre évolutive monte d'un cran. Ce qui rend cette rivalité si troublante, c'est qu'elle ressemble à une course aux extrêmes, comme si l'évolution, à la toute fin du Crétacé, avait pris le duel prédateur-proie et l'avait poussé aussi loin que possible en termes de lisibilité et de violence potentielle. T-Rex n'est pas un carnivore modéré. Triceratops n'est pas un herbivore modéré. Tous deux paraissent surdéveloppés dans les zones du corps les plus directement liées à cette confrontation. Chez T-Rex, la tête devient tout. Chez Triceratops, la tête devient défense et menace à la fois. Ce parallélisme est profondément fascinant. On a presque l'impression que les deux animaux se répondent à travers leur anatomie. Bien sûr, l'évolution n'écrit pas des duels comme un scénariste, mais elle produit parfois des systèmes où les pressions réciproques sont si fortes qu'elles finissent par laisser cette impression de dialogue brutal entre deux formes vivantes. T-Rex dit « mort plus fort ». Triceratops répond « approche si tu oses ». Une question revient souvent. T-Rex chassait-il activement Triceratops ou se contentait-il de charogner des individus morts ou affaiblis? La réponse la plus sérieuse est probablement les deux selon les contextes. Chez les grands prédateurs, surtout ceux capables d'une morsure aussi puissante, il n'y a aucune raison d'imaginer une pureté comportementale. Si une proie peut être chassée, elle le sera parfois. Si une carcasse peut être exploitée sans risque inutile, elle le sera aussi. Et c'est important parce que le mythe du duel direct total peut parfois écraser la réalité écologique. Tous les T-Rex n'attaquèrent pas frontalement tous les Triceratops qu'ils voyaient. Tous les Triceratops n'étaient pas engagés dans un combat à mort permanent avec chaque tyrannosaure du paysage. Mais cela ne diminue pas la rivalité. Au contraire, cela la rend plus réelle. La guerre évolutive, la plus puissante, n'est pas faite de duels constants. Elle est faite de pression continue. Même lorsqu'ils ne se battaient de pas, leur forme portait déjà la mémoire du type de rencontre qui pouvait arriver. Un autre point essentiel pour penser cette relation correctement est d'abandonner l'idée naïve du combat équitable. Dans la nature, les prédateurs n'aiment pas les équilibres héroïques. Ils aiment les opportunités. Un Triceratops adulte, en pleine santé, alerté, bien positionné et prêt à défendre son angle frontal, devait représenter un danger extrême. Mais un jeune individu, un animal blessé, un adulte âgé, un individu isolé, pris dans un mauvais terrain ou surpris dans une mauvaise posture, c'était autre chose. Isso muda completamente a leitura do conflito. A guerra evolutiva entre T-Rex e Triceratops não depende de imaginar duas máquinas perfeitas se enfrentando sempre em condições ideais. Ela depende de entender que o predador pressiona a espécie toda, enquanto a espécie responde com defesa estrutural ampla. O T-Rex não precisava vencer frontalmente o melhor Triceratops do mundo toda semana. Bastava que, ao longo do tempo, a presença de um predador assim favorecesse cada vez mais defesa, robustez, vigilância e poder frontal nos sobreviventes. A evolução trabalha sobre frequências, não sobre épica. Mas quando olhamos os esqueletos, a épica parece inevitável. Parte do fascínio dessa rivalidade vem do fato de que os fósseis às vezes parecem guardar marcas do conflito. Lesões, mordidas cicatrizadas, danos em ossos cranianos, marcas em coleretes e outros traços têm sido discutidos como possíveis sinais de interação entre grandes predadores e grandes herbívoros, incluindo T-Rex e Triceratops. É preciso ser rigoroso aqui. Nem toda marca é prova direta de um duelo específico entre essas duas espécies. Alguns ferimentos podem ter outras causas. Alguns danos podem resultar de interações entre indivíduos da mesma espécie.
alguns sinais são difíceis de interpretar com certeza total. Mas, ainda assim, o panorama geral é poderoso, porque mostra que esses animais viviam em um mundo onde trauma, impacto, defesa e ataque deixavam registro. O osso não guarda roteiro completo, mas guarda violência. E essa violência, mesmo quando não pode ser atribuída com 100% de precisão a um único cenário, reforça a sensação de que estávamos diante de um ecossistema onde as apostas físicas eram enormes. Se quisermos imaginar a lógica física de um encontro entre os dois, uma coisa parece quase certa. O frontal favorece Triceratops. Frente à frente, avec ses cornes dirigées vers l'avant et son grand bouclier osseux, il transforme l'approche en problème mortel. Cela signifie que, pour T-Rex, l'attaque la plus simple n'est probablement pas l'attaque la plus sûre. Un grand prédateur intelligent, ou du moins écologiquement efficace, chercherait sans doute d'autres angles, d'autres moments, d'autres contextes, tourner, tester, attendre une mauvaise posture, profiter d'un terrain défavorable, viser un individu moins capable de maintenir sa façade défensive parfaite. Et c'est là que la rivalité devient encore plus intéressante, parce qu'elle n'est pas seulement une question de puissance brute, c'est aussi une question de géométrie. Où attaque-t-on un animal qui a transformé sa face avant en champ de lance, et comment cet animal s'organise-t-il pour empêcher précisément cela? À ce niveau, la guerre évolutive n'est plus seulement force contre force, c'est angle contre angle. Un grand prédateur n'a pas besoin d'avoir peur comme un humain pour être limité par le risque. Il suffit qu'une blessure grave réduise sa capacité à chasser, à se déplacer ou à survivre. Et face à Triceratops, le risque devait être énorme. Une seule mauvaise entrée, un seul angle mal calculé, un seul mouvement mal lu, et les cornes pouvaient potentiellement infliger des dommages catastrophiques. Cela rend T-Rex encore plus impressionnant, mais aussi plus compréhensible. Son immense puissance de morsure n'est pas seulement un luxe. C'est peut-être aussi une réponse au fait qu'attaquer de telles proies était extrêmement coûteux. Plus la proie est dangereuse, plus le prédateur doit être décisif quand il s'engage. Autrement dit, la tête monstrueuse de T-Rex ne raconte pas seulement la domination. Elle raconte aussi le prix du monde dans lequel il vivait. Un monde où certaines proies n'étaient pas seulement difficiles à tuer. Elles pouvaient ruiner le chasseur à la moindre erreur. Mais le coût du risque n'existait pas seulement pour T-Rex. Triceratops, lui aussi, payait cher sa manière d'exister. Porter une tête si massive, des cornes si développées, un avant du corps si spécialisé, cela implique un investissement biologique énorme. Cela signifie que la défense n'était pas gratuite. Et c'est précisément ce qui rend cette relation si remarquable. La guerre évolutive entre eux ne produisait pas seulement des armes, elle produisait aussi des coûts. Être dangereux coûte de l'énergie, être difficile à tuer coûte de la masse, de la structure, de la croissance. Être capable de résister à un prédateur comme T-Rex signifiait probablement, pour Triceratops, vivre dans un corps déjà lourd des conséquences de cette pression. La défense absolue n'existe pas. Il existe seulement des corps façonnés pour rendre l'attaque de plus en plus chère à l'adversaire. Il faut aussi rappeler que les armes de Triceratops n'ont probablement pas évolué uniquement contre T-Rex. Elles pouvaient aussi servir dans des interactions entre individus de la même espèce. Affrontements, affichage, hiérarchie, intimidation. Et cela rend l'animal encore plus fascinant. Car si ses cornes servaient à la fois dans la compétition intraspécifique et dans la défense contre les grands prédateurs, alors Triceratops était un animal dont la tête condensait plusieurs fonctions vitales en même temps. Combat social, protection, dissuasion, peut-être même sélection sexuelle. Et c'est là que le tableau devient magnifique et brutal. L'évolution ne produit pas des armes pour une seule guerre. Elle recycle, amplifie, détourne. Une structure peut naître d'une pression, puis devenir utile à une autre.
Mais, quel que soit son point de départ exact, le résultat final face à T-Rex restait terrible. Un animal dont l'avant du corps ressemblait à une menace pure. Alors pourquoi dire que c'est peut-être la plus grande guerre évolutive? Parce qu'aucune autre rivalité préhistorique ne combine aussi parfaitement la lisibilité populaire, la plausibilité écologique et l'extrême anatomique. Il ne s'agit pas seulement d'une opposition célèbre, il s'agit d'une opposition qui semble déjà écrite dans les formes. T-Rex paraît être l'aboutissement de la puissance de morsure prédatrice. Triceratops semble être l'aboutissement de la défense frontale armée chez un grand herbivore. Les deux coexistent dans le même monde, à la même époque, dans les mêmes paysages. La tension entre eux paraît presque trop belle pour être vraie, et pourtant, c'est précisément ce que la paléontologie nous donne à contempler. Ce n'est pas seulement un duel iconique, c'est une scène où l'évolution paraît avoir poussé deux réponses antagonistes à leur limite la plus visible. Il y a une autre raison pour laquelle cette relation frappe si fort. Elle appartient au dernier monde des dinosaures non aviens. Ce n'est pas une rivalité perdue dans le milieu du Mésozoïque. C'est un affrontement potentiel de la fin. Le grand prédateur terminal, le grand herbivore armé terminal, le tout à la veille de l'impact qui allait effacer cet univers. Cela donne à leur relation une charge presque tragique. Nous ne regardons pas seulement une guerre évolutive en cours. Nous regardons une guerre évolutive interrompue. Un système qui semblait encore produire des formes extrêmes, efficaces, puissantes, et qui a été brusquement arrêté de l'extérieur. T-Rex et Triceratops donnent-elles l'impression que l'évolution n'avait pas terminé de les tester l'un contre l'autre. Et c'est peut-être aussi pour cela qu'ils nous fascinent tant. Ils ressemblent à un duel laissé en suspens par la fin du monde. C'est la question que tout le monde finit par poser. Qui gagnait? Et la seule réponse honnête est « cela dépendait » du terrain, de l'âge, de l'état physique, de la surprise, de l'angle, du nombre d'individus, du moment. Un T-Rex avait probablement la puissance pour tuer un Triceratops dans certaines circonstances. Un Triceratops avait très probablement la capacité de mutiler ou tuer un T-Rex dans d'autres. Et surtout, beaucoup de rencontres potentielles ont dû se résoudre sans bataille finale parfaite. Intimidation, renoncement, détour, test, attaque incomplète, opportunisme sur individus vulnérables. Le vrai prestige de cette rivalité n'est pas de nous offrir un vainqueur simple, c'est justement de résister à cette simplification. Elle reste fascinante parce qu'elle force à admettre que le sommet de la prédation ne garantit pas la sécurité et que le sommet de la défense ne garantit pas l'invulnérabilité. Au fond, T-Rex contre Triceratops ne nous parle pas seulement de dinosaures. Cela nous parle de la logique même de l'évolution. La pression n'y produit pas l'harmonie. Elle produit souvent l'escalade. Une amélioration chez l'un exige une réponse chez l'autre. La réponse chez l'autre exige à son tour une nouvelle pression. Et ainsi de suite. Dans certains cas, cette escalade reste discrète. Ici, elle est monumentale. Nous avons la chance, ou l'étrange privilège, de pouvoir l'observer dans deux des silhouettes les plus reconnaissables de toute la préhistoire. Un crâne qui veut tout mordre. Un crâne qui refuse d'être mordu sans punir. La guerre évolutive n'a pas besoin d'intention pour être terrible. Elle a seulement besoin de temps et de survie différentielle. Et à la fin, elle laisse ce genre de traces, des animaux qui semblent porter, dans chaque os, les conséquences de la présence de l'autre. Alors, que savons-nous vraiment? Nous savons que T-Rex et Triceratops vivaient dans les mêmes écosystèmes du Crétacé terminal en Amérique du Nord. Nous savons que T-Rex possédait une tête et une morsure extraordinaires pour un prédateur terrestre. Nous savons que Triceratops possédait l'une des défenses crâniennes les plus impressionnantes de toute l'histoire des vertébrés terrestres.
nous savons aussi que leur relation écologique a très probablement impliqué, au moins dans certains cas, un lien prédateur-proie ou charognard-proie. Et nous savons qu'il n'existe pas de réponse simple et universelle à la question du vainqueur, parce que la nature ne fonctionne pas comme un duel figé. Le reste, fréquence exacte des affrontements, comportement précis, scénario détaillé, appartient en partie à l'inférence. Mais c'est déjà largement suffisant pour comprendre pourquoi cette rivalité domine l'imaginaire comme aucune autre. T-Rex contre Triceratops fascine parce qu'on y voit quelque chose de rare, une rivalité qui semble presque trop parfaite pour être vraie, et qui pourtant repose sur de vraies logiques biologiques. Un prédateur qui pousse la morsure à l'extrême. Une proie qui pousse la défense frontale à l'extrême. Deux formes qui se regardent, à travers le temps, comme deux réponses incompatibles au même problème. Peut-être que la plus grande guerre évolutive de l'histoire n'a jamais eu de champ de bataille unique ni de vainqueur définitif. Peut-être qu'elle s'est déroulée dans les générations, dans les os, dans les muscles, dans les crânes, dans chaque amélioration payée par l'autre. Et c'est peut-être cela qui la rend si inoubliable. Parce qu'au fond, ce duel ne nous montre pas seulement la violence de la préhistoire, il nous montre la violence lente, froide et magnifique de l'évolution elle-même.